Bonjour à tous, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, je voudrais aborder avec vous le second volet du triptyque sur l'ego que j'ai nommé Essence et moi tyrannique. Alors déjà pour commencer, donc le premier volet c'est la vidéo numéro 14, la précédente, je voudrais vous lister les ouvrages sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir réaliser ces capsules et vous faire cette présentation de l'ego. Donc ce sont mes livres de chevet depuis une petite dizaine d'années et j'ai préféré utiliser majoritairement le matériel venant de ces ouvrages parce que ces gens-là qui ont écrit ces ouvrages-là, ce sont des experts. Voilà, moi je suis un passionné. Mais ces gens-là, ce sont des experts, ils ont l'habitude de travailler avec l'énéagramme et de travailler avec des gens, beaucoup de personnes, et de les observer. Et donc, ils ont, à mon sens, les bons mots pour exprimer les différentes caractéristiques des moi tyranniques. Alors, pour commencer, il y a donc comme livre, alors premier auteur, c'est René de Lassus. Donc l'énéagramme, les 9 types de personnalité, initiation à la plus ancienne et la plus moderne, des méthodes de connaissance de soi et des autres. Et ça, c'est aux éditions Marabout. Ensuite, il y a le livre de Jean-Philippe Vidal qui s'appelle L'énéagramme, découvrez quel est votre profil et réalisez votre potentiel. Et ça, c'est aux éditions Erol. Ensuite, il y a le David Daniels et Virginia Price qui s'appelle Trouver rapidement son profil énéagramme, 3 petits points, et savoir qu'en faire. Et ça, c'est chez Interédition. Pour les passionnés également de PNL comme moi, il y a le livre de Anne Linden et Murray Spalding qui s'appelle Énéagramme et PNL, comment les deux approches s'enrichissent mutuellement. C'est chez Interédition également. Et puis, il y a aussi également les 3 livres de Philippe Alain et Jacques Prémont qui s'appellent L'énéagramme évolutif. Donc le premier, c'est la dynamique des 9 bases. Le deuxième, les sous-types instinctifs. Et le troisième, les relations entre les 9 bases. Donc ça, c'est aux éditions... En fait, c'est eux-mêmes, je crois, je crois que c'est eux qui éditent eux-mêmes leurs livres. Donc c'est Énéagramme SPRL. Ça se passe en Belgique. Voilà, et puis mon expérience auprès de mon maître, mon mentor, si bien sur l'énéagramme que sur le coaching de vie et sur l'initiation à la spiritualité, qui s'appelle Josie-Laure Rumenstein. Et à l'époque, c'était lors des formations organisées par Interactive Conseil. Voilà. Vous avez toutes mes sources, plus mes observations ensuite, mes 10 ans d'observation et d'interrogation sur moi-même et sur les autres. Voilà. Alors, dans le premier volet, je vous expliquais, je vous le redis très très rapidement, que donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a 9 façons de représenter l'univers sur Terre, dans ce monde. C'est-à-dire, on peut envisager l'univers selon 9 paradigmes. D'accord ? Donc un paradigme, c'est l'univers est perfection. Voilà, dans l'univers, tout est parfait. Un autre est l'univers est liberté. L'univers est loi. L'univers est originalité. L'univers est non-séparation. L'univers est force. L'univers suit un plan. L'univers est non-dualité. Et l'univers est amour, je rajouterai amour inconditionnel en fait. L'univers est amour inconditionnel. Voilà, c'est 9 façons de voir l'univers. Et c'est 9 façons de venir sur Terre pour représenter l'univers. Et donc ce que je vous expliquais, c'est que nous serions tous porteurs de l'ensemble de l'univers, hein, notre âme porte en elle tout l'univers, mais on va l'exprimer sur Terre chacun d'une
selon un de ces 9 paradigmes. Voilà. Dans cette capsule, je vais vous présenter les 9 paradigmes, comment ces 9 paradigmes comment ces 9 paradigmes de l'univers vont se retrouver à devenir 9 types égotiques sur Terre, dans ce monde. Voilà. Et donc comment ces 9 types d'ego vont se révéler être des moi tyranniques pour nous-mêmes, également pour les autres. Voilà. Alors, il était important pour moi, je ne l'ai pas dit non plus, je ne crois pas dans la précédente vidéo, mais il était important pour moi de parler de l'ego à ce moment-là, parce qu'il me semble que pour parler ensuite des relations toxiques, des énergies tierces, du libre arbitre, et de tout ce qui va comporter les notions de jugement, de culpabilité, etc. Et de même que dans le déroulement, tout simplement, de ma réflexion que je partage ici sur cette chaîne, il me semblait important de pouvoir parler de l'ego, de vous expliquer ma vision à moi de l'ego, et du travail pour pacifier cet ego, et ça ce sera ce que je vous présenterai dans la troisième capsule, ou dans la troisième capsule, pardon, je vous expliquerai ce qu'est l'énéagramme. Voilà, je vous donnerai des détails sur d'où ça vient et qui a fait quoi et comment on s'en sort, comment on se repère à l'intérieur pour l'utiliser à notre profit. Ce sera dans la troisième capsule. Donc il me semblait important d'en parler maintenant, avant d'aborder ces autres sujets, notamment dans le cadre des relations de flammes jumelles. Bon, cela dit, la flamme jumelle, on n'entend que ça dans sa bouche. À part énergie tierce, on entend aussi ego. Donc, dans tous les cas, il est important que la flamme jumelle, comme les autres personnes, mais peut-être plus la flamme jumelle, je ne sais pas, mais il est important que la flamme jumelle entende et comprenne ce que c'est que l'ego, ce que c'est que son ego, et ce qu'elle peut en faire. Comment elle doit... comment elle doit gérer avec ça. Alors, je répète, cet ego, suivant les moments de la vie, on va être plus ou moins bien, la vie va être plus ou moins stressante pour nous, voilà. Et plus on va être stressé, apeuré, acculé, plus on va se rigidifier, et on va aller vers ce qu'on appelle la désintégration de notre base égotique. On va aller vers la régression. Et ça, on va se rigidifier. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir une caricature de nous-mêmes. Que notre ego, qui peut être absolument, incroyablement bon et beau, en ce monde, peut se révéler complètement tyrannique pour nous-mêmes et pour les autres, et ultra rigide. Jusqu'à la pathologie. La pathologie, c'est quand on est à court, en fait. On est tellement acculé qu'il ne nous reste plus qu'un mécanisme de défense. Voilà, on va se concentrer sur une toute petite base. On va se concentrer sur 3 fois rien, et on va tout faire. On va gérer toute notre vie avec 3 fois rien. Avec 3-4 outils. Vous savez, c'est un peu comme je vous expliquais un jour, le langage structure la pensée. Moins j'ai de mots, moins je peux penser. D'accord ? Plus ma pensée est pauvre, plus j'ai de vocabulaire, plus je peux enrichir ma pensée. Et bien là, c'est la même chose. Plus la vie va m'acculer, ou plus je vais me sentir acculé par la vie, mais plus je vais être vraiment dans un mauvais moment, et plus je vais réduire en fait mon champ de ressources et n'utiliser plus qu'un seul champ de ressources. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais gérer toute ma vie avec un seul champ de ressources et ça va pas être suffisant, c'est ce qui va faire que je vais tomber malade. Parce que je n'utiliserai toujours qu'un seul mécanisme, vous voyez, de défense, et donc je vais être complètement limité. Au contraire, quand je vais vers l'intégration, quand je vais vers l'évolution,
Alors, intégration, désintégration, c'est je vous explique après. Plus je vais aller vers l'évolution, plus je vais utiliser des ressources multiples et variées, plus je vais donc du coup être riche et plus je vais être beau et représenté et bien représenté comment mon paradigme de l'univers dans ce monde. Alors, désintégration, intégration. En fait, cette fameuse base que je vais vous citer, les 9 bases que je vais vous expliciter, soit elles vont se désintégrer, c'est-à-dire qu'elles vont aller, mais ça je vous expliquerai ça dans le troisième volet, c'est-à-dire elles vont mal, très très mal se représenter dans le monde, hein, voilà. Ou alors elles vont s'intégrer complètement au reste du monde, voilà. Et là on va être dans l'évolution. Mais ça je vous en parle dans la troisième capsule. Donc en gros ici il s'agit de remettre l'ego à sa place, à sa vraie place. Faut pas oublier que l'ego c'est celui qui reflète notre essence. Et l'ego, le but ici c'est l'ego ou le moi, hein, c'est de parler de l'ego, du bel ego, de l'ego quand il va bien, quand il s'intègre avec les autres, quand il est capable de négocier avec les autres et de créer quelque chose de nouveau, contrairement à quand il se désintègre et qu'il devient tyrannique pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà. Alors, comment ça va se passer cette présentation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'énéagramme, en fait, ces fameuses bases égotiques qui sont issues de ces paradigmes de l'univers, ces bases égotiques, elles sont regroupées par 3. Parce qu'elles vont, par exemple, soit mobiliser une énergie émotionnelle, et donc une émotion de dépression, soit elles vont mobiliser une énergie de peur, voilà, et elles vont utiliser le mental, ou alors elles vont utiliser l'énergie de la colère, et dans ce cas-là, elles vont être axées elles vont fonctionner par l'instinct. Voilà, je vais donc vous présenter les bases égotiques par 3. Voilà, ce qu'on appelle par centre. Et donc je vais commencer par le centre émotionnel. Alors, la base égotique qui est en 2e position. Je vous donne un exemple. J'ai une amie, ça remonte, hein, ça fait plus de 10 ans cette histoire. Elle fait trop à manger. Elle prépare à manger et puis elle fait beaucoup trop. Je sais plus ce qu'elle préparait, un couscous ou un truc comme ça. Bon bref, elle en fait trop. Et donc elle va le distribuer auprès de ses voisins qu'elle connaît à peine. Et puis un peu plus tard, je sais plus ce qu'elle fait encore. C'est quelqu'un qui cuisine beaucoup. Elle fait un autre truc et c'est pareil, elle en fait trop et elle distribue et elle donne et elle distribue comme ça aux voisins. Et puis elle propose aussi régulièrement à ses voisins, si tu veux je te ramène le petit, quand je passe à l'école, que je vais chercher ma gamine, je te ramène ton petit, etc. Si tu veux je l'emmène avec moi, je vais à la piscine ou je sais pas où, si tu veux j'emmène l'enfant avec moi, etc. Vous voyez, elle propose comme ça toujours plein de... toujours très disponible, très serviable, sans qu'on ne lui demande rien. Et puis inévitablement arrive le jour où ça va plus du tout et là oui les gens sont ingrats, tu te rends compte tout ce que j'ai fait pour eux, moi je donne ci, je donne ça, je donne là et puis le jour où j'ai besoin de quelqu'un il y a personne, etc. Et là c'est la déception, la déprime, etc. Bon, voilà. Vous voyez un petit peu ce type de personne. Alors ça, j'ai un autre exemple aussi. C'est un peu, vous savez, on est ensemble et puis elle dit t'as froid là, non? Non, ou t'as chaud là? Non, ça va, je suis bien, je suis tranquille et tout. Hein. C'est sûr, t'as pas un peu chaud? Non, bah écoute, ça va, pourquoi t'as chaud? Non, moi je vais bien. Et puis au bout de 2-3 minutes, non, mais attends, je vois, t'es pas bien là, t'as chaud, je vais t'ouvrir la fenêtre. Voilà. Vous voyez ce genre de comportement. Voilà. Bon, ça, ce sont les personnes. Alors, c'est réducteur de dire ça, bien sûr, mais c'est pour vous donner un peu de matériel, parce que sinon, on est trop dans le théorique. C'est le genre de personne qui, probablement, donc vous en faites peut-être partie, est coincé, on va dire, ou est fixé sur cette base égotique qui est en 2e position. Ces personnes-là, en fait, elles portent en elles le paradigme de l'univers, qui est que l'univers est liberté, que les besoins de tous les hommes sont également et librement pourvus.
Voilà. Ils ont ça, c'est leur essence. C'est ça leur essence. Et c'est ce qu'ils sont venus représenter sur Terre. Donc comme je vous disais, on est dans les... Ce qui va se passer, c'est que pour ces personnes-là, en fait, quand elles naissent, la blessure qu'elles vont recevoir va s'articuler ensuite sur l'émotionnel pour pouvoir construire l'ego. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'étant enfant, ces gens-là, donc je vais prendre mon ami, de 0 à 5 ans, en gros, en fait, la famille, des membres de la famille très importants, la mère, pourquoi pas, en tout cas les parents, mais peut-être des grands frères, enfin, en tous les cas, on va détecter chez l'enfant une capacité, une sensibilité, une capacité émotionnelle, une grande sensibilité émotionnelle, voilà. Et une capacité de l'enfant à deviner les besoins des autres. Et ce qui va très bien tomber, puisque dans la famille, en fait, on va dire les parents vont avoir besoin de ça, parce qu'ils sont dépressifs, ou qu'il y en a des parents qui sont dépressifs, ou qui sont surchargés, qui vivent un stress. Là, en l'occurrence, dans le cas de mon ami, c'était plutôt des gens qui venaient d'un autre pays, donc qui vivent un stress, etc. Et on a besoin que l'enfant devine nos besoins pour nous aider, en fait. Voilà. Et donc l'enfant qui porte l'univers et liberté, les besoins de tous les hommes sont également et librement pourvus. Bon, non, il va faire avec cette expérience, il va comprendre plusieurs choses. C'est que déjà les besoins des autres passent avant les siens, manifestement. Que on donne si on veut recevoir. Et enfin que l'amour se gagne. Comme si l'amour était une marchandise, vous voyez, parce que c'est comme ça en fait qu'ils ont interprété, avec leur filtre de l'amour et liberté, quand ils sont arrivés sur Terre et qu'ils se sont retrouvés confrontés, à un moment donné, voilà, ils finissent par dire, mais en fait l'amour ça se gagne. Donc il y a un ressenti de dépression et qui va être refoulé en fait ici. Ce qui est pas voilà, vous verrez après le numéro 4, mais donc la dépression, le sentiment dépressif va être refoulé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas que ça qui va être refoulé. Ça va être les besoins de la personne aussi qui vont être refoulés avec. On va avoir donc une blessure spirituelle, donc l'explication du monde. Je ne suis pas aimé car je ne sers à rien, en fait. En ce monde, les besoins de tous les hommes ne sont pas également et librement pourvus. Pour recevoir, il faut donner. Pour que je sois aimé, il faut que l'on ait besoin de moi. On parle de l'univers et liberté, tous les besoins sont pourvus librement et on en arrive à pour que je sois aimé, il faut que l'on ait besoin de moi. Donc narcissiquement, donc il y a cette espèce de cette blessure qui se fait automatiquement, qui donc est je dois être utile aux autres pour être aimé. Et donc là vous voyez qu'on démarre un peu le processus de dépendance. De dépendance aux autres, mais peut-être aussi de rendre les autres dépendants. Alors, automatiquement, quand on est bloqué, j'ai envie de dire, en tout cas quand on est meurtri, et qu'on a ça, qu'on porte ça en soi, je dois être utile aux autres pour être aimé, automatiquement va arriver, on va dire que oui, c'est la fixation psychologique, la passion, ça va être la flatterie. C'est, voilà. Comment se construit le moi tyrannique? Donc à partir de ça, où en gros c'est donc pour survivre, parce que ça c'est pas possible, voilà. Donc pour survivre, donc le mental va dire quoi? Le mental va dire pour que cela n'arrive plus, j'ai appris à satisfaire mes besoins en faisant en sorte que les autres aient besoin de moi et en leur donnant ce que je pense qu'ils désirent ou ce dont ils ont besoin. En gros, c'est-à-dire que mon besoin, j'en ai plus. J'ai plus de besoin. Mon besoin, c'est juste que toi, tu aies besoin de moi. Voilà. Et je te donne ce que je pense que tu désires ou ce que tu es, ou le besoin que tu exprimes. Et donc, j'espère qu'ils feront la même chose pour moi. Je suis fier d'être indispensable. Ça, c'est ma stratégie de survie. Voilà. C'est comme ça qu'on va y arriver. Automatiquement, je dois éviter d'être rejeté par les autres, sinon ça marche pas. Donc j'évite le rejet et surtout j'évite de reconnaître mes propres besoins. Donc j'évite d'être rejeté par les autres, mais en fait, finalement, je rejette mes besoins à moi.
Donc le mécanisme de défense qui est utilisé, c'est donc le refoulement, le refoulement des besoins, mais surtout la répression. Voilà. Il faut réprimer à l'intérieur. Et donc le mécanisme de défense, donc c'est le côté instinctif qui va agir, c'est le comment est-ce qu'on fait, et l'émotionnel, lui va avoir ce vécu négatif, cet échec de cette stratégie qu'on va garder cette sensation persistante de ne servir à rien. Parce que finalement, la liberté en ce monde, c'est accepter de vivre pleinement sa vie. c'est pas de passer sa vie à combler le besoin des autres. C'est là où, du coup, on est. Donc forcément, on se retrouve avec cette. Donc ça s'appelle là, en l'occurrence, une peur archaïque, qui est de ne servir à rien. Donc je reviens et je refais ma boucle. Je reviens sur, pour que cela n'arrive plus, j'ai appris à satisfaire mes besoins, etc. Et là, je suis donc avec mon moi tyrannique qui va tourner en boucle comme ça toute ma vie. Alors, dans la littérature, on parle d'altruiste, aidant, sauveur, affectif. Voilà. Bon. Encore une fois, moi, je mets pas de mots pour ça. La caricature de la personne, c'est l'aide aux autres. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va avoir deux versants, d'accord ? Le versant quand je vais bien et le versant quand je vais pas bien. Ce qui compte pour moi, ma motivation principale, enfin donc pour mon ami plutôt, c'est d'être reconnu pour les qualités d'attention et de dévouement qu'elle offre, son souci des autres. C'est sa marque de fabrique, son souci des autres. Sa motivation principale, c'est être aimé. Et donc, aimer. Pour être aimé. Et donc du coup, son attention, la première chose qui se passe, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Voilà. C'est ce que je porte forcément au fond de moi, mais qui va s'exprimer tout de suite, quoi. Et donc, oui, parce qu'il faut absolument que j'évite de ne servir à rien. Et puis surtout que il faut que j'évite, en me concentrant sur les autres, j'évite de reconnaître mes besoins à moi. Donc quand je vais vraiment pas bien et que je vais me rigidifier complètement sur cette base écotique, parce que la vie est pas très sympa, parce que c'est difficile, parce que peut-être aussi parce que je suis pas très évolué, j'ai pas un niveau de conscience très élevé, etc. Du coup, je vais être quelqu'un d'orgueilleux, voilà, forcément. Et puis, mon maître mot, ça va être, mais moi j'aide les gens, j'aime les gens. La preuve, regarde. Et l'orgueil, alors, c'est ces personnes qui vont avoir tendance à être orgueilleuses, dans le sens aussi d'être indispensable. Je suis indispensable. Et quand ça va plus du tout, que le système craque, voilà, qu'on fait ce qu'on appelle une décompensation, ces personnes-là, elles vont devenir justement hystériques, dépendantes, jusqu'à harceler aussi. Elles peuvent harceler, mais là, il faut être vraiment malade, vous voyez, mais harceler, pervers narcissique. Ça, c'est quand on est très très malade. Alors, le travail d'aide, forcément, ces gens-là, ils doivent apprendre à identifier leurs besoins. En gros, l'idée, ça va être de passer de l'orgueil à l'altruisme, mais au vrai altruisme. Alors, en régressif, il y a l'image, c'est l'image du chat, et en évolutif, c'est l'image du cocker. Bon, je suis pas très branché, je vois très bien ce que c'est qu'un chat. Mais bon, là, je vais pas en dire plus là-dessus. Et leur rapport au temps à ces personnes-là, il n'y a pas, parce que c'est différent, puisque là, leur temps n'est pas important, c'est votre temps, c'est le temps de l'autre qui est important, d'accord ? Alors, leur défi, c'est donc d'entrer en contact avec leurs besoins, et pour cela, ils bénéficient d'une force principale dont ils sont détenteurs, qui est l'amour. Et c'est ce qui va leur permettre, quand ils vont bien, et que donc du coup ils vont commencer à déployer un ego riche, un ego qui va s'intégrer très très bien. Ils vont développer des valeurs qui vont être donc l'amour, l'utilité, le partage, l'aide, et jusqu'à atteindre leur vertu. Ça, c'est quand ils vont être complètement équilibrés, qui sera l'humilité justement et l'altruisme. Alors ces gens-là,
ces personnes qui ont ce type d'ego, en fait, si on n'avait pas ces personnes-là sur Terre, en fait, ben on serait en manque, on sera en manque d'affection, en fait. Hein. C'est ces personnes qui ont une énorme quantité d'affection et d'attention vis-à-vis des autres. Et toute cette énergie, elle prend justement source dans l'amour qu'ils ont en eux. Voilà. Alors, pour parler de la position numéro 3, sur le schéma de l'énéagramme, ce qui est rigolo, c'est que dans ma vie, je connais très très peu de gens qui sont sur cette base égotique. Et je dis que c'est rigolo parce que, en fait, j'en connais surtout un, c'est mon jumeau. Voilà. Et je crois que il me semble que c'est la seule personne que je connais qui soit sur cette base. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, Fabien Marchand disait que, en fait, notre jumeau, c'est pas du tout le style, c'est pas du tout notre style, c'est pas ce qu'on recherche, etc. Et ben, là-dessus, je vous le confirme. Parce que je crois que c'est la seule personne que j'ai vraiment côtoyée comme ça de façon un peu intense, quoi, et qui a cette base-là. Alors, c'est quoi sur cette base, comment vous décrire les gens? Je vais vous donner que un tout petit exemple, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de matière sur ce sujet-là. Mais ce sont les personnes, en fait, quand vous leur demandez comment tu vas, ou quand vous essayez de parler avec cette personne d'elle, en fait, la personne va vous répondre systématiquement ce qu'elle fait. Voilà. Elle va pas vous parler de ses états d'âme, elle va pas vous parler de choses et d'autres, elle ne va vous parler que de ce qu'elle fait. Voilà. Son ego est construit de cette manière-là. Ce sont des gens qui ont très très peur de ne pas avoir de valeur. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc du coup, qui vont se retrouver dans ce qu'ils font. Je vous ai dit, on est sur les trois bases qui concernent le centre émotionnel, on est dans la question du qui suis-je. Donc le premier, le 2, on a vu que les personnes qui sont sur la position 2 vont regarder l'autre en disant moi je suis pas, c'est toi, enfin voilà, je suis pour toi, en gros c'est un peu ça. Et ben là, c'est je suis ce que je fais. Et c'est du coup des personnes qui vont, comme elles s'identifient tellement à ce qu'elles font, elles sont obligées d'aménager la vérité. Parce que un échec veut dire qu'elles sont échecs. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est des gens qui vont être amenés d'une façon délicate à aménager la vérité. Voilà. Je dis ça parce que je ne peux pas employer le terme menteur. Mais on est quand même sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Voilà. Ce sont des caméléons. Ce sont des personnes, quand on les voit dans un contexte et qu'on les voit dans un autre contexte, elles n'ont rien à voir. Voilà. Elles sont capables de jouer plusieurs rôles. Voilà. C'est des personnes qui, dans leur discours, vont beaucoup employer les mots gagner et perdre. Et ça, je me souviens, parce que c'est un truc qui me faisait sourire chez mon jumeau. Quand il me disait, tu vois, aujourd'hui, je t'ai préparé une séance... mais ce sera une séance, alors je sais plus, il avait d'autres termes, mais genre, c'était ça, c'était une séance, la séance va te mettre en échec. Il me disait ça comme ça, la séance va te mettre en échec, ou là je t'ai organisé une séance où tu ne seras pas en échec. Voilà, c'était ça, oui, il utilisait que ce mot-là, oui. Mais sinon, quand il parlait, etc., il me disait toujours, il me parlait de gagner du temps, de perdre je sais pas quoi, enfin bon, voilà. C'est des gens qui sont très travailleurs, parce que l'argent est un marqueur. Automatiquement, vu qu'ils sont ce qu'ils réalisent, c'est facile. Plus j'ai d'argent, plus ça veut dire que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Donc si je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, ça veut dire que c'est beaucoup de choses qui réussissent, puisque j'ai de l'argent. Donc c'est que je suis réussite. Voilà. Et donc du coup, c'est des gens qui peuvent d'ailleurs être de très bons vendeurs, mais en fait, ce sont des gens qui ont très très bien appris à se vendre automatiquement, puisqu'ils le font par le biais de leur succès. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh ben, en fait, ils portent leur essence. C'est l'univers et loi. J'aime beaucoup ce truc-là. Bref, tout fonctionne et se réalise naturellement selon les lois universelles.
Eh bien oui. C'est ça ce qu'ils portent en eux. D'accord, les fameuses lois de l'univers, la loi de l'équilibre, de la polarité, de la cause à effet, et d'autres, 4 minimum, dont là je ne me souviens pas tout de suite, mais voilà. Donc eux, ils portent cette essence-là, que tout fonctionne et se réalise naturellement selon les lois universelles. Bon, le problème, c'est que, enfant, pareil, de 0 à 5 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber dans une famille où on va être survalorisé, et on va être et survalorisé et sous-valorisé. On va être survalorisé par rapport à nos succès et sous-valorisé par rapport à nos sensations. Voilà, ça veut dire que vraiment c'est l'extérieur de ce que l'on fait qui va primer et non pas comment on y est arrivé. Et j'avais noté également que ce sont du coup des personnes qui souvent se transforment adultes en héros de famille, et comme c'était marqué dans le livre, et qui vont racheter les blessures familiales. Ça m'avait parlé. Donc ressenti de dépression. Et cette énergie-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va la combattre. Voilà. Précédemment, on l'avait refoulée. D'accord, il n'y a pas de dépression. Là, on va la combattre. Et c'est rigolo parce que... c'est rigolo, je ne vais pas arrêter de dire ça, mais... mon jumeau, c'est comme ça, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, pour moi, la vie n'est pas faite pour être jolie. C'est à nous de la rendre jolie, en fait. Donc ça veut dire que quand on écoute cette phrase, c'est-à-dire que quand il dit la vie n'est pas faite pour être... c'est pas jolie, c'est belle, je crois qu'il disait. Pas faite pour être belle. C'est-à-dire qu'on reconnaît la dépression. Mais c'est à toi de faire en sorte de la rendre belle pour toi. Donc on a bien cette notion de combat. Voilà. Donc la blessure, l'explication, c'est donc je ne suis pas aimé car je ne fais rien. Voilà. Dans ce monde, tout ne fonctionne pas et ne se réalise pas en fonction des lois universelles. Ce qui advient dépend de l'effort de chacun. On est récompensé au prorata de ses actions, pas pour ce que l'on est. Donc la blessure narcissique, c'est je suis ce que je fais pour être aimé. Et du coup, ma fixation psychologique, ça va être la vanité, la supériorité, l'autoflatterie. Voilà. Comment je construis mon ego ? Mon moi tyrannique. Pour que cela n'arrive plus, j'ai appris à réussir pour recevoir amour et approbation. En travaillant dur pour être le meilleur et en préservant les apparences. Je suis devenu un accro des réalisations productives. Voilà. Donc ça, c'est notre mental, d'accord, stratégie de survie qui est en place. Forcément, qu'est-ce que je vais éviter tout le temps ? Je vais éviter de me planter, je vais éviter l'échec. Car si j'échoue, ce que je fais, c'est donc que j'échoue. C'est moi qui suis l'échec, puisque je m'identifie à ce que je fais. Donc c'est pas possible. Donc je ne peux pas être en échec. Je ne suis pas échec. Donc je vais éviter absolument l'échec. Et qu'est-ce qui va se passer quand on veut éviter l'échec ? On va un peu transformer les choses des fois. Voilà. Le mécanisme de défense, et donc on en a parlé, c'est l'identification. Je suis ce que je fais. Et donc si il va y avoir un échec, c'est le fait que cette stratégie, comme toutes les stratégies, ne va pas fonctionner. Il va rester la peur archaïque, c'est-à-dire il va rester cette peur persistante de ne rien faire. Et hop, on revient à nos stratégies de survie. Ce qu'on oublie en fait là-dedans, ce qu'il a oublié, c'est que c'est que les lois universelles en fait dans ce monde, elles s'appliquent pour tout le monde. Elles s'appliquent objectivement pour tous et en tout point. Il n'y a pas besoin d'accomplissement pour exister. Il n'y a pas besoin de faire pour être aimé. Voilà. Alors, dans la littérature, vous verrez, les termes, c'est le battant, le chercheur de statut, bon, ça je sais pas trop, le réussissant, le gagnant. Et sa caricature, c'est la quête de victoire. Voilà, celui qui est en quête de victoire. Il faut réussir. Alors, ce qui compte, mes motivations principales, c'est d'être reconnu pour ce que je fais, pour ce que je réussis,
être apprécié, réussir. Voilà. Et donc, mon attention première, quand je suis un peu rigide, hein, mon attention première, c'est qu'est-ce que je dois accomplir pour être remarqué. Tout à l'heure, on avait qu'est-ce que je dois faire pour aider, d'accord, puisque c'est l'autre qui va... c'est parce que je vais remplir les besoins de l'autre que je vais être aimé. Là, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que j'accomplisse, que je réussisse pour qu'on me remarque. Donc il faut absolument éviter de ne pas être apprécié, voilà. Il faut éviter de ne pas être admiré, il faut éviter l'échec, il faut éviter la non-reconnaissance. Voilà. Et quand on va se rigidifier comme ça, parce que blablabla, la vie pas sympa et tout, on va utiliser la tromperie et la vanité. Alors la tromperie, pour déguiser certaines choses et les rendre comme des réussites. Et puis, la vanité, on va se vanter. Voilà. Et puis, en continuant sur ce chemin, le mot, ça va être « mais moi, je réussis, voilà. Moi, je suis efficace ». Et puis, jusqu'à l'orgueil, j'ai du succès. Et puis, la maladie, la décompensation. Quand on n'utilise plus qu'un seul mécanisme de défense, qu'est-ce qui va arriver? On va faire partie de ces gens qui font des burn-out, qui sont hyperactifs, qui sont drogués du travail, etc. Alors, le travail d'être, justement, c'est d'être et avoir pour rien. C'est ça qu'ils doivent apprendre. Et leur évolution, ça va être de passer donc de la vanité à l'authenticité. Alors là, par contre, les animaux me parlent. En régression, c'est le pan. Et en évolution, c'est l'aigle. Voilà. Alors... je vous passe en fait les métaprogrammes, etc. Être en contact avec soi, c'est ça le défi des gens qui ont l'ego qui s'est formé sur cette position-là. Être en contact avec soi. Et quand ils vont commencer à aller bien et qu'ils vont s'ouvrir, etc., et enrichir leur conscience et monter de niveau de conscience, etc., leur force en fait qu'ils ont, c'est la capacité d'action. La volonté de réussir, la volonté d'agir. D'accord, on avait en deux, on avait l'amour, hein, qui était la force principale, et là, c'est la capacité d'action, c'est ça, leur force. La volonté de réussir et d'agir. Et donc, forcément, les valeurs qui en découlent, c'est justement la réussite, l'action, les résultats. Et quand on va jusqu'à la vertu, du coup, on apprend ou on exprime plutôt la fidélité et l'authenticité. Voilà. Et dans le monde, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ces gens-là? Ou plutôt, qu'est-ce que nous apportent ces personnes qui ont articulé leur ego de cette manière-là? Parce qu'ils portent le paradigme que l'univers est loi. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils nous démontrent la valeur et l'importance donc, de ce que c'est que la capacité d'agir. Voilà. Ainsi que celle consistant à réussir ce qui est entrepris. Voilà. Si on n'avait pas ces gens-là, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas cette conscience-là. La valeur et l'importance de la capacité à agir, ainsi que celle consistant à réussir ce qui est entrepris. Voilà. Alors, maintenant, je passe au troisième. Donc, à la troisième base égotique qui s'articule sur le plan émotionnel. Alors celle-là, je la connais bien, puisque c'est celle dont je fais partie. C'est ma famille d'ego. C'est pas ma famille d'âme, celle-là, c'est ma famille d'ego. Alors, donc si vous voulez connaître, avoir plein d'exemples, regardez, retournez voir mes premières vidéos où je vous parle de mes émotions, et puis la vidéo où je me confie. Là, vous avez tout là-dedans. Alors, pour dresser quand même un portrait simple, ce sont des personnes qui sont porteuses d'émotions exacerbées, clairement. C'est des gens qui ont des émotions très très fortes, en haut comme en bas. C'est des personnes qui cherchent à exister dans leur authenticité. Tout à l'heure, on parlait je suis ce que je fais. Là, c'est pas du tout le cas. On est là sur mais qui je suis vraiment. Il faut que je sois unique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je peux pas être comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde.
et j'ai besoin de l'exprimer, voilà. Et donc, ce sont des personnes qui vont systématiquement vouloir faire différemment des autres, ne pas ressembler aux autres. Elles vont parler de leurs émotions, elles sont capables de décrire très très bien, très finement toutes les émotions, les variantes, etc., les nuances d'émotions, enfin, etc. Ce sont des personnes qui vont contacter plus souvent quand même la déprime que la joie. Voilà, parce que c'est plus facile d'éprouver des sentiments négatifs que des sentiments positifs, des émotions. Voilà. Et aussi, ce sont des personnes qui vont, pour se sentir exister, mais qui vont naviguer comme ça entre des émotions très très fortes et des émotions, des émotions très positives et des émotions très négatives. Voilà. Parce que le gap qu'il y a entre le très haut et le très bas, en fait, c'est ce qui permet de se sentir vivant. Voilà. Ce sont des personnes qui font tout pour éviter la banalité, parce que ça, c'est la mort. Comme tout le monde, c'est juste pas possible. Voilà. C'est des personnes aussi, peut-être que vous pouvez les reconnaître, parce que quand elles vont essayer de vous parler d'elles, il y a un moment donné, elles peuvent souvent finir par dire mais de toute façon, tu peux pas comprendre. Voilà. Voilà, c'est aussi ça. C'est des poètes, vous voyez, c'est ce truc un peu comme ça. Bon, voilà. Et leur marque de fabrique, c'est je suis différent et je suis sensible. Voilà. Bon, allez, je rentre dans le truc, mais ces personnes-là, donc là, je peux même dire je, mais portent comme essence l'univers et originalité. Et vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire originalité comme on peut l'entendre, mais aussi en termes d'origine. Voilà, vous voyez. En gros, le truc, c'est chacun de nous est en permanence relié avec l'univers, tant les êtres que les choses. D'accord, il y a vraiment cette sensation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens que quand j'allais pas bien à une époque, ma coach utilisait un exercice qui, à chaque fois, et donc que je continue à utiliser aujourd'hui, qui consistait à imaginer qu'il y avait des fils qui me reliaient, qui partaient de ma tête et qui se reliaient aux étoiles. Et aujourd'hui encore, je continue à utiliser cette technique. Il suffit juste que je pense à ça et paf, je me dis ah non, c'est bon, on est reliés. Il y a vraiment quelque chose comme ça en fait. Et c'est parce que on va oublier ça qu'on va rentrer dans mais laissez-moi, je suis différent. Voilà, parce qu'on a oublié ça. Donc ce paradigme que tout est relié. Ici, on est donc pour la troisième fois dans l'émotionnel, mais cette fois-ci c'est l'émotionnel vers l'intérieur. Et comme je le disais, la question ici c'est qui je suis. Mais qui suis-je? Voilà. Alors, enfant, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une expérience d'abandon qui va être vécue. Alors par exemple, dans mon cas, on peut penser par exemple à la venue de ma petite sœur. C'est-à-dire que l'enfant va se sentir aimé, puis délaissé. Et là, pour moi, je crois vraiment que c'est par rapport à mon père que j'ai dû ressentir ça. Et parce que la personne donc l'enfant va vivre cette expérience de je suis aimé, tout va très bien, tout à coup, pouf, on m'aime plus. On m'aime plus comme avant. Mais du jour au lendemain, je ne comprends pas pourquoi. Et moi, dans mon cas, par exemple, mes parents m'ont emmené chez mes grands-parents. Ma mère est allée accoucher, ils ont attendu un peu et après ils sont venus me chercher. Donc il y a bien eu une cassure. Et il y a bien eu un avant et un après. Et là, l'enfant, ce qu'il va se dire, c'est que, mais en fait, je ne suis plus aimé parce qu'il me manque quelque chose. Il va perdre de vue qu'en fait, il est porteur de tout est relié. Et là, il va oublier ça. Et donc, il va dire, mais en fait, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas. Et que c'est pour ça qu'on m'aime pas. Ou qu'on m'aime plus. Donc, je suis mauvais, en fait. Et donc, il y a cette cassure. Et va y avoir aussi le fait que le sens du beau chez l'enfant ne va pas être reconnu, en fait. Son originalité, sa créativité, ça va être dénié. Voilà. Donc ici, le ressenti de dépression, donc dans le 2, il était réprimé, dans le 3, on a vu qu'on le combattait, et bien dans le 4, on va l'exprimer, voilà. La blessure, en fait, l'explication qui va être, c'est donc je ne suis pas aimé car je suis abandonné, seul, isolé, coupé, rejeté. Il me manque quelque chose. En ce monde,
Personne n'est relié en fait, en permanence avec l'univers, c'est pas vrai. Les êtres humains, ils souffrent de ne plus être reliés au reste du monde, ils éprouvent un sentiment d'abandon et ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Voilà. Donc ça, c'est l'explication qui va être donnée. Et la blessure narcissique qui va avoir lieu, c'est je ne serai donc jamais assez aimable pour être aimé. Vous voyez un peu? Parce qu'il me manque quelque chose et je pourrai jamais y arriver en fait. Donc je pourrai pas être assez pour qu'on puisse m'aimer. Donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais devenir mélancolique. C'était mieux avant. D'accord? C'est ça la mélancolie. C'était mieux avant, c'était mieux là-bas. Et envieux. Parce que les autres, eux, les autres ont l'air d'être bien, donc les autres, ça veut dire que les autres sont complets, et moi, non. Alors, le moi tyrannique, il va commencer donc par cette stratégie de survie, puisque ça, c'est juste pas possible, qui va consister à dire, en fait, pour que cela n'arrive plus, qu'à cela ne tienne, j'ai appris à rechercher l'amour idéal, ou les circonstances parfaites, c'est plutôt ça, mais bon, bref, ou les circonstances parfaites qui me permettraient de me sentir aimé, comblé et réunifié. D'accord? Parce qu'il manque quelque chose, donc il faut que je recherche ce qui manque. Il faut que je recherche cet idéal, cette chose que je n'ai pas forcément identifiée, des fois oui, des fois non, mais il va me falloir ça. J'ai le sentiment de manque qui me pousse à espérer, à envier ce que je n'ai pas. Voilà, puisqu'il manque ça, donc du coup je me dis, voilà, mais si j'avais ça, tout est parfait. Voilà, tout sera relié, tout sera authentique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais, pour pouvoir vivre ça, va falloir que j'évite absolument la banalité. Voilà, c'est-à-dire faire quelque chose où c'est la même chose à côté et ainsi de suite, et c'est pas possible. Le mécanisme de défense, il va être l'introjection. Alors vous verrez un peu plus tard, on parlera de la projection. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais choper les émotions autour de moi et je vais me les approprier pour pouvoir en vivre plus. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je regarde la télévision, par exemple. Quand je regarde la télévision, quand je regarde un film, je vis à travers les personnages. C'est les émotions qui sont exprimées, je les introjecte et je peux les ressentir à l'intérieur de moi. Et je vais également utiliser la sublimation, c'est-à-dire transformer quelque chose en quelque chose d'artistique. Voilà, quelque chose dont je suis porteur, et parce que avec ce besoin d'être unique, ce besoin d'être original, je vais utiliser donc la sublimation, de prendre quelque chose comme ça, qui ressemble un peu à rien, et je vais en faire quelque chose de magnifique, selon moi. Mais bien sûr, il restera toujours la peur, la sensation persistante que on est en manque. Voilà, il manque quelque chose. Les êtres sont incomplets, il me manque quelque chose. Et donc je vais revenir systématiquement, pour que cela n'arrive plus, je vais apprendre à rechercher l'amour idéal, et blablabla. Voilà. Alors les dénominations, c'est romantique, tragico-romantique, créatif, artiste, individualiste. Voilà. Et la caricature, c'est la caricature de l'originalité, bien évidemment. Donc la motivation principale, c'est être reconnu pour son identité, sa différence, être différent, être à part. Et c'est tout le complexe. Et ça, j'en sais bien quelque chose, c'est qu'à force de vouloir être différent, c'est qu'une fois qu'on est différent, on se rend compte qu'on n'est plus dans le groupe. Et donc, on se retrouve isolé. Et donc, du coup, on est malheureux parce qu'on se dit qu'on est rejeté. Voilà. Donc, l'attention première chez les gens qui sont organisés en 4, c'est ce qui manque. C'est-à-dire, moi, je suis un professionnel. Quand j'arrive quelque part, ou n'importe quoi, de toute façon, la première chose que je regarde, c'est qu'est-ce qui manque pour que ce soit parfait. Voilà. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit idéal. Donc il manque 3 degrés, il manque 2 chaises, il manque de couleurs, il manque n'importe quoi. Mais on est fixé là-dessus. Donc éviter de ne pas être reconnu comme différent des autres. Voilà, éviter la banalité. Et puis quand ça va commencer à pas aller très bien, on va devenir envieux. Voilà, parce que les autres possèdent ce que je n'ai pas. Donc eux, ils ont de la chance. Moi, j'en ai pas. Voilà.
on va devenir envieux. La fierté qui va s'exprimer, c'est je suis différent, je suis sensible, comme si les autres n'étaient pas différents, n'étaient pas sensibles. Voilà, comme si les autres n'étaient pas originaux, mais tout le monde a une origine. Et jusqu'à l'orgueil, je suis unique. Genre comme si tout le monde était pareil, et lui, non. Alors que pas du tout, bien sûr que tout le monde est unique. Et donc la pathologie, eh ben voilà, quand on devient tout rigide, et qu'on n'a plus qu'un seul mécanisme de défense, qui est celui de l'introjection, eh ben, forcément on va devenir complètement dépressif, on va avoir ce qu'on appelle des désordres bipolaires, et puis on peut aller jusqu'à la schizophrénie, narcissisme. Voilà. Donc le travail d'aide là-dedans, c'est d'arriver à exprimer et à vaincre la sensation d'incompréhension. Mais oui, et je vous dis parce qu'on tourne en rond dans ce truc, hein, de toute façon, tout le temps. Mais à vouloir être différent, à un moment donné, il nous manque quelque chose, quoi. Il nous manque le groupe. Voilà. Alors, il s'agit de passer de l'envie à l'équanimité. Alors, équanimité, voilà, moi, ce terme-là, bon, je le connais depuis 10 ans, mais je ne l'ai vu que dans l'énéagramme. Enfin, je crois que de plus en plus, on commence à en entendre parler de cette histoire d'équanimité, mais en gros, c'est d'avoir une humeur égale. Donc, c'est rigolo parce que moi, mes humeurs, elles dépendent de la lune. Enfin, que je dis ça, mais c'est vrai, je suis lunatique. Donc c'est vraiment c'est marrant, quoi. Donc ça me fait penser à Maud qui me disait qu'elle avait fait un travail pour ne plus être sensible justement aux effets lunaires. Bon, donc voilà, bah c'est mon chemin, l'équanimité. Alors, les animaux, là ça me parle aussi. En régressif, on a le basset, vous voyez, le chien là qui paraît super malheureux, quoi. Voilà, qui avec ses oreilles, je pense que ça, hein, il a des grandes oreilles qui doivent traîner par terre, un truc. Enfin voilà, franchement, il ramasse la poussière, quoi. Et puis en évolutif, et ben là, on a l'étalon, voilà. Alors, métaprogramme. Le défi. Apprécier la beauté et la puissance qu'il y a dans les choses simples. Voilà, arrêtez de chercher le truc unique. Moi, je suis professionnel de toute façon pour rechercher. Si je dois acheter un objet, je vais essayer de faire en sorte d'acheter l'objet. Enfin, oui, si je me laisse aller, je vais essayer d'acheter l'objet que personne n'a. Voilà. C'est... Quand on va bien, la force principale, on va s'appuyer sur la créativité et le sens artistique que l'on possède. Je vous ai dit au début qu'il avait été dénié, parce qu'on possède ce truc-là. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des belles valeurs comme l'originalité, justement, l'esthétisme et l'authenticité. Et donc d'aller jusqu'à la vertu qui va être l'équanimité, c'est-à-dire que je suis d'humeur égale. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces gens-là ce sont des gens qui vivent le plus profondément un rapport, donc souvent, bien sûr, souvent tendu et difficile, mais avec toutes les potentialités créatrices qui dorment en chacun de nous. Et ces gens-là, ces quatre, ces gens qui sont organisés, voilà, égotiquement comme un quatre, c'est ça qui nous montre en fait qu'on est tous porteurs d'une originalité, qu'on est tous uniques, qu'on est tous aussi, on fait tous partie du tout. Voilà. Donc ça, c'est voilà pour les trois bases qui agissent sur l'émotionnel. Alors, je me rends compte que la vidéo en est quasiment à 1 heure de l'audio. Donc, ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais faire un triptyque dans le triptyque. Et je vais vous poster en deuxième... je vais vous faire un autre audio pour vous parler des bases qui s'organisent sur le mental. Et puis, je ferai un troisième audio pour les bases qui s'organisent sur l'instinct. Et je reprendrai du coup la base 1 qui sera finalement la dernière à présenter. Voilà, comme ça vous permet d'écouter cet audio, parce que le temps que je fasse ces deux autres, bon voilà, écoutez, voilà, je vais faire comme ça. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, et je vous embrasse. Voilà, salut.